Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau balado pop Parler pour parler. Mon nom est Stéphanie Rochon et aujourd'hui, chers parents, j'ai le plaisir de recevoir Maître Jean-François Bernier, Bonjour. Bonjour, protecteur national de l'élève. Donc, Mhm. merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler de ce que vous faites, de votre rôle, puis C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation, surtout de pouvoir, par ce balado-là, m'entretenir avec les parents et avec toi pour la suite et les prochaines minutes. bien, merci. Bien, protecteur national de l'élève, vous occupez le rôle depuis 2002, depuis la création... 2022. Excusez-moi, Ouais, 2022. Je suis pas si vieux que ça, donc 2022, ouais. Oui, parce que ça fait pas si longtemps que ça là, que le poste de protecteur national de l'élève a été créé. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le protecteur national de l'élève? Ben, au-delà de la personne, j'incarne un peu ce qu'est le protecteur national de l'élève, mais c'est une institution aussi. Donc, on est là pour les élèves, pour les parents, pour protéger, veiller au droit, au respect des droits des élèves et des parents. Donc, on est ce qu'on peut appeler un ombudsman. C'est comme ça qu'on se présente souvent. Puis c'est quoi un ombudsman? C'est pas un mot anglais, en passant, c'est un mot suédois qui veut dire, en fait, une personne ou une organisation qui s'occupe de recevoir des plaintes, normalement de citoyens, à l'égard des services publics. Dans notre cas, nous, on est encore plus précis, c'est recevoir les plaintes des parents et des élèves à l'égard, quand il y a des problèmes à l'école, à l'égard des services scolaires ou toute autre situation qui peut se passer à l'école. Donc, comme on est un ombudsman, on a des particularités. Le plus important quand on est un ombudsman, c'est d'être indépendant. Indépendant des organismes qui sont visés par les plaintes. C'est le cas en ce qui nous occupe, plus que les protecteurs régionaux, parce que je suis un protecteur national, mais je ne peux pas traiter toutes les plaintes qu'il y a au Québec. Donc, il y a des protecteurs régionaux partout sur le territoire au Québec qui, eux, s'occupent de vraiment traiter les plaintes au quotidien. Et ce sont des ombudsmen, eux autres aussi, elles et eux. Ils sont indépendants, donc, des organismes scolaires, des centres de services, des écoles privées, des écoles publiques qui sont visées par des plaintes. Donc, indépendance totale, ce qui donne une garantie d'avoir la confiance des gens qui font les plaintes chez nous et qui aussi ont des pouvoirs d'enquête importants. On a des pouvoirs d'enquête très importants. Vous vous rappelez tous de la commission Galland il n'y a pas si longtemps. Bien, le commissaire Galland, c'est un commissaire enquêteur, mais on a les mêmes pouvoirs d'enquête que le commissaire Galland avait dans sa commission d'enquête. Ce qui veut dire qu'on peut demander tous les documents qu'on veut, qu'on pense avoir de besoin. On peut poser toutes les questions à toutes les personnes qu'on pense à qui on doit poser des questions et avoir des réponses. Donc, ça va très loin dans les pouvoirs d'enquête. En contrepartie, tout ce qui va nous être dit ou remis comme information est confidentiel. Que ce soit le parent qui nous le dise, que ce soit l'élève qui nous le dise, que ce soit le centre de service ou l'école qui nous le dise, c'est hyper confidentiel. Donc ça, c'est une garantie de confiance aussi qu'on doit avoir des parents et des élèves, évidemment, mais aussi des écoles. Et ce qu'on fait comme travail, c'est qu'on fait une enquête. Donc, on fait tout ce qu'on a à faire. On va au fond des choses, vraiment au fond des choses, grâce au pouvoir d'enquête qu'on a. Et à la fin, on va émettre, si on juge que la plainte est fondée, donc on donne raison aux parents, mettons, on donne l'exemple typique, c'est le parent qui fait une plainte pour son enfant, mais on va faire des recommandations à l'école ou au centre de service pour que le problème soit réglé pour cet enfant-là, mais très souvent, ça va régler le problème pour beaucoup d'autres élèves qu'eux n'ont pas fait de plainte, mais il y avait le même problème aussi. Donc, nous, c'est réglé pour un, réglé pour tous. Si on peut faire régler une problématique pour une personne, puis ça le règle pour 35 personnes, on va être bien content. Je dis souvent la blague que notre objectif ultime, c'est de ne plus exister, de fermer nos portes. Parce qu'au fil des premières années, on aura eu des plaintes, on aura réglé des problèmes, puis il n'y en aura plus de problèmes. Bon. Ce serait idéal. Ben oui, mais bon, OK. c'est ça, on verra. Donc là, vous êtes protecteur national de l'élève, c'est votre poste à titre individuel, mais c'est aussi une instance. Vous êtes entouré de personnes comme des protecteurs régionaux de l'élève dans chaque région pour faire des enquêtes quand il y a des plaintes. Puis là, vous dites que vous êtes indépendant, donc vous n'êtes pas dans les mêmes bureaux que les organismes comme les centres de services Non, scolaires, pas puis du les tout. écoles. Vous êtes vraiment indépendant. Puis tout ce qu'on vous dit, c'est confidentiel. Exact. Oui, puis vous faites des recommandations. Exact, mais une des raisons pour laquelle ça a été créé, le protecteur national de l'élève, c'est qu'auparavant, il y avait des protecteurs de l'élève au public. Il faut savoir qu'on couvre le privé aussi, nous, contrairement à auparavant. Donc, le privé est aussi... Les élèves et les parents qui fréquentent le privé peuvent aussi faire appel à nous. Et avant, les protecteurs de l'élève, quand ils existaient avant 2022, étaient nommés par les conseils d'administration ou les conseils des commissaires à l'époque, parce que c'était des commissions scolaires à l'époque,
Donc, les parents, déjà, à cette époque-là, disaient « J'ai pas confiance, on sait bien », même si c'était pas nécessairement vrai, évidemment, parce que ces gens-là faisaient une bonne job. La perception. C'est des perceptions. Les gens disaient « Ah, ouais, mais c'est bien que tu es payé par le centre de service, c'est sûr, on sait de quelle barre tu vas prendre. » Bon. Mais au moins, il n'y a plus ces perceptions-là aujourd'hui, puis on le voit déjà, là, c'est notre 3e année scolaire, là, dans laquelle on traite des plaintes, puis on voit déjà une grande différence. Je pense que les parents le voient, les élèves qui font appel à nous le voient, et les centres de service et les écoles le voient aussi. Donc là, vous protégez les droits des élèves, mais est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les droits des élèves et de leurs parents? Oui. Si je faisais mon avocat, puis je lisais l'article de ma loi qui dit que notre mission, c'est de veiller au respect des droits des élèves et de leurs parents à l'égard des services rendus par un centre de service, une école privée, etc. Bon, ça c'est la phrase officielle. Dans les faits, quand on parle du mot « service », c'est très large. C'est le droit à l'éducation. Oui, c'est une obligation d'aller à l'école, mais c'est aussi un droit de recevoir son éducation, d'aller à l'école. Donc, ça, on a souvent des situations où on va agir pour ramener l'enfant à l'école, parce qu'il n'est plus à l'école depuis un certain temps, pour différentes raisons. Donc, droit à l'éducation. Le droit d'être informé de ce qui se passe avec mon enfant à l'école. Y a-t-il des enjeux particuliers? Y a-t-il des enjeux de sécurité? Y a-t-il intimidé? Bon, ça, c'est un droit d'être informé. La sécurité des élèves. Donc, ça fait partie pour moi des services, de dire, bien, un enfant qui va à l'école, il faut qu'il soit dans un environnement où il n'est pas en danger, où sa sécurité n'est pas en danger, où il ne se fait pas harceler, où il ne se fait pas intimider, etc. Fait que, je te dis, le spectre est très large des services. Un transport scolaire qui n'est pas donné, c'est aussi un service. Donc, c'est très, très large. Nous, le mot « service », on l'interprète de façon très, très large pour justement s'assurer qu'on ne laisse pas tomber personne qui mériterait ou qui devrait, qu'on devrait se consacrer à son problème, en fait. Donc là, vous avez nommé quelques exemples de motifs pour lesquels les parents pourraient vous contacter. Et si, moi, je me demande, est-ce que c'est accessible, tout ce processus-là? Parce que là, il y a quand même un processus de dépôt puis de traitement des plaintes. Si je suis un parent puis je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'école, qu'est-ce que je devrais faire? Ce que j'ai pas dit, tu parles d'accessibilité. Le premier critère de l'accessibilité, c'est la gratuité. Donc, c'est gratuit, il faut le dire. Peut-être les gens ils déduisent, là, mais ça ne coûte rien, là, c'est gratuit. C'est un service public, là, ça ne coûte absolument rien. On est normalement, généralement, la 3e étape d'une procédure. La première étape, c'est le niveau de l'école. Si je suis un parent, puis il y a quelque chose qui se passe avec mon enfant, puis je suis insatisfait, je vais m'adresser normalement à la direction de l'école. Oui. Celle-ci va avoir un délai là, dans la loi qui est prévu là, pour donner une réponse. Et là, ça, on n'est pas content d'une 2e étape qui est au niveau du centre de service. Et on n'est toujours pas content, on va au protecteur régional. Mais ça rentre chez nous. Nous, on a une ligne téléphonique 1-800, 1-888 dans ce cas-ci, et on pourra donner plus de détails. Je n'ai pas ça par cœur, toutes mes informations, mais on pourra en donner dans le cadre du balado d'autres informations. Mais donc, on a une ligne centrale. Les gens peuvent nous appeler. Si on est, en dehors de notre bureau, il y a une boîte vocale, etc., on rappelle rapidement. Le site web, notre page web permet de faire des plaintes en ligne, donc un formulaire en ligne. Il y a une adresse courriel aussi pour faire des plaintes. Donc, plusieurs mécanismes différents. Mais on peut nous appeler, puis on va nous dire c'est quoi le problème. Nous, on va le noter, puis on va ouvrir un dossier, puis on va commencer à traiter le dossier. On va parler aux parents, on va parler aux élèves, on va parler aux autres témoins qu'on a rencontrés, on va parler à l'école, évidemment, et aux autres acteurs selon la nature du problème qu'il y a. Là. Fait que, voilà. Donc, si un parent constate qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que les droits de son enfant à l'éducation sont brimés, première étape, c'est d'en parler avec l'école, avec la direction, oui. Parce que des fois, il y a des choses qui se règlent aussi à cette étape-là. Mais il y a des situations, il y a deux exceptions à cette règle-là des 3 étapes. Bon, quelqu'un pourrait nous appeler directement sans avoir fait les 2 premières étapes. Puis là, il nous explique sa situation, puis on va juger que, à cause de ce que c'est le problème, le cas typique, c'est un enfant qui est plus scolarisé depuis déjà 2 mois. On ne retournera pas le parent à la première étape, à la 2e étape. On va dire non, on le prend tout de suite, c'est urgent, il faut qu'on le traite maintenant. Bon, ça, c'est un exemple d'une exception aux 3 étapes. L'autre grande exception, c'est les situations de violence à caractère sexuel. Oui. Un enfant qui est victime d'une violence sexuelle, que ses parents font une plainte, qui nous appelle tout de suite, on le prend tout de suite, on ne retournera pas. Il y a une urgence, il faut traiter ça rapidement. Aussi, il y a des signalements. On parle beaucoup de plaintes depuis le début. Je tiens juste à préciser que pour les violences sexuelles, il peut y avoir des signalements. Un signalant, c'est toi
qui va chercher ton enfant à l'école puis qui témoigne quelque chose. Ou ton enfant, au retour à la maison le soir, au souper, te dit « Hey, mon ami X, il s'est passé un attouchement, il s'est passé quelque chose de nature sexuelle aujourd'hui. » Bien, tu es là, tu deviens un signalant. Tu peux, toi, à ce moment-là, nous appeler puis faire le signalement. Seulement en matière de violence sexuelle, mais quand même. Le gouvernement, le législateur a voulu quand même donner une importance à ces situations-là, avec raison par ailleurs, parce que c'est quand même ça, l'intimidation, les violences sexuelles, la violence, le harcèlement en général, là, on est dans 20 à 25 des plaintes qu'on traite, c'est ça depuis le début. Là. Fait que ça vaut la peine qu'on s'en occupe, parce qu'il y en a des problèmes, évidemment, on souhaite qu'il y en ait le moins possible, mais il y en a, puis il faut s'en occuper rapidement. Parfait. Puis, vous mentionniez tantôt, vous faites aussi des recommandations. Vous ne faites pas juste le traitement de plainte, vous faites d'autres choses aussi. Oui, là, je suis content que tu en parles. Je pensais pas que tu m'amènerais là, mais je suis content. Oui, au-delà de traiter des plaintes puis des signalements, la loi nous permet de faire des avis. Donc, si on a une demande, puis c'est pas de n'importe qui peut la faire, là, c'est bien identifié, c'est le conseil d'administration d'un centre de service, c'est le conseil d'établissement, c'est le comité de parents, ça nous intéresse, et ça vous intéresse probablement, et même les comités d'élèves. Donc, ces 4 instances-là qui existent dans le réseau public. Évidemment, une école privée peut faire ça aussi, là, le CA d'une école privée, mais on est plus dans le public là, quand on se parle d'aujourd'hui. Là. Bien, ces instances-là peuvent s'adresser à nous et dire, bien, nous, on aimerait ça que vous donniez votre avis sur cette question-là. C'est le protecteur régional qui va donner son avis, mais ces dossiers-là, on le travaille en équipe, on travaille tout le monde ensemble. Puis jusqu'à maintenant, on a répondu à 2 demandes d'avis depuis le début. Puis il y en a une autre là, qu'on a reçue cette année, qu'on va traiter aussi dans les prochains mois. Mais ça, je trouve ça intéressant comme mécanisme parce que, tantôt, je disais régler pour un, régler pour tous. Bien là, quand on fait un avis sur une question, bien, puis les recommandations, on fait des recommandations, par exemple, qui sont suivies, bien là, on vient de régler potentiellement pour beaucoup, beaucoup d'élèves un problème qui pouvait exister dans un centre de service ou dans une école en particulier. On fait un avis. Vous faites un avis, puis c'est rendu public. Exact. Qui peut le consulter. La loi prévoit ça que dans les 30 jours où je l'ai retourné à la personne qui me l'a demandé, je dois le déposer sur ma page web. Alors, c'est effectivement public. Ce sont là actuellement les 2 premières qu'on a faites. Parce que c'est aussi la transparence, ça fait partie des... Important. Oui. Puis c'est pour ça qu'on fait un rapport d'activité. Exactement. Chaque protecteur régional fait son rapport annuel pour sa région. On va le présenter devant des conseils d'administration. Donc, ils sont obligés de nous inviter une fois par année à aller présenter notre rapport d'activité. Donc, chaque protecteur régional va voir tous les centres de services au Québec et les commissions scolaires. Et on a un rapport aussi d'activité nationale, donc à mon niveau à moi, qui fait la synthèse puis tout le Québec au complet. Donc. Parfait. C'est super intéressant puis pertinent que vous veniez nous l'expliquer, tout ce que vous faites dans votre travail. Puis, est-ce que vous avez un message à passer aux parents, au-delà de ce que j'ai vous plein avez de messages dit? que je peux passer aux parents. Mais si j'en avais, je dirais un que vous me donnez l'occasion de le faire, je vais en profiter. Merci, c'est gentil, Stéphanie. Bien, écoutez, on est 13 protecteurs régionaux à temps plein, 8 à temps partiel, qui viennent donner un coup de main à leurs collègues à temps plein. On est 21 employés à part de ça, donc c'est tout petit chez nous. On n'est pas nombreux pour faire une job importante, puis donner un suivi à l'ensemble des élèves potentiellement et les parents du Québec. Fait que c'est une grosse job. On peut pas être partout. On peut pas aller voir les 3000 écoles du Québec. On peut pas aller les voir. Vous êtes nos yeux, les parents, les comités de parents, mais les parents, vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Si vous allez dans une école puis vous voyez qu'il n'y a pas d'affiche du protecteur national de l'élève dans l'école, alors que l'école a l'obligation d'en avoir une sur ses murs, dites-nous-le. Si vous voyez que le site web de votre école ou le site web de votre centre de service n'a pas, dès sa page d'accueil, un petit lien vers le recours pour faire une plainte, dites-nous-le aussi. On va surveiller ça aussi, mais les écoles, c'est plus difficile d'aller dans chaque école pour aller vérifier ça. Donc, on compte sur vous pour être là, pour nous aussi, puis pour vos enfants, de nous aviser. Nous, on va s'assurer de faire des suivis à ce moment-là, puis d'envoyer des affiches, puis de les mettre sur les murs des écoles. Mm-hmm. Bien, savoir que vous êtes là, au cas qu'il arrive quelque chose, c'est vraiment rassurant, je pense, pour les parents. Puis, on sait que s'il arrive quelque chose,
on a un recours, puis que vous êtes du côté des élèves puis des parents. Oui, même si on est neutre et impartial, on est du côté des... Oui, mais je comprends ce que tu dis, mais on est du côté oui. En même temps, on fait un job neutre et impartial. Donc, on donne raison des fois, puis des fois, on donne pas raison. Oui. Alors, c'est ça notre job, on est vraiment neutre. Mais oui, mais soyez... Une chose que vous pouvez être sûr, par exemple, puis je le sais parce que j'ai côtoie au quotidien, puis je sais qu'est-ce qui m'anime, moi, le matin, quand je me lève, là, c'est que la mission qu'on a à faire, on l'a vraiment à cœur, puis les témoignages qu'on a, on voit la différence qu'on peut faire dans la vie de beaucoup d'enfants et de beaucoup de parents. Puis ça, c'est gratifiant. Puis on sait qu'on sert à quelque chose, ça, je peux vous le dire. Puis on est là pour longtemps, puis on veut continuer à être là pour les parents et les élèves. Bien, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye.